Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle étape. Aujourd'hui c'est l'étape numéro 6 qui nous intéresse et un classique presque ces dernières années avec une arrivée à Naples. C'est vrai que c'est un petit peu comme lorsque le Tour de France faisait chaque année des arrivées quasiment à la Plongée Belleville. Naples, sur les 10 dernières années, on arriverait légèrement à saturation, parce que je pense que je connais mieux Naples que n'importe quelle ville d'Italie grâce au Giro, vu le nombre d'arrivées que l'on a eu ces dernières années. Allez, on va regarder tout de suite le parcours, les favoris, la météo également de cette journée. Et avant tout, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire bien qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote du côté de cette étape. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent et ça me permet de me soutenir également parce que plus vous cliquez vite sur une notification ou sur une vidéo juste après sa mise en ligne, et bien plus elle est mise en avant par YouTube. Allez, on commence tout de suite avec cette étape 6, cette présentation. Encore une fois, donc nouvelle étape à Naples qui devient donc un classique ces dernières années. Parfois, on a pris du plaisir, parfois moins. On va pas se mentir aussi du côté de ces étapes à Naples, mais c'est un peu comme Pau pour le Tour de France. C'est peut-être même la ville du Giro désormais. Non, il reste Milan pour le Tour d'Italie, où on est allé beaucoup plus, vu que c'est le lieu de la Gazzetta dello Sport. Mais c'est vrai que Naples, on commence un petit peu à arriver à saturation. Et puis Naples, si c'est pour proposer ce type d'étape, on aurait pu aller ailleurs. C'est-à-dire que Naples, ça peut être intéressant parce qu'à l'intérieur de la ville, on a déjà des artères qui sont très étroites et on peut retrouver des bosses dans Naples. Sauf que si c'est pour contourner les bosses et arriver seulement le long de la mer, il y a d'autres villes à côté qui pourraient également accueillir le Tour d'Italie, qui seraient peut-être même ravis d'accueillir le Tour d'Italie. Encore une fois, si on reprend par contre les bosses, l'année de Rent, c'était une étape spectaculaire. On arrivait le long de l'eau. On avait des bosses précédemment qui permettaient de faire des difficultés et on avait eu une journée extrêmement intense. Il y avait eu Van Der Poel qui avait attaqué très vite, Girmay également s'était retrouvé avec des échappées un petit peu dans tous les sens et ça avait été un sacré chantier. Je pense qu'on part plutôt sur une étape qui ne va pas être extrêmement passionnante du côté de cette étape de Naples. Ça devrait arriver au sprint. On a quasiment 70 km de plat avant l'arrivée à Naples qui est également sur le plat. Et sur la première partie de montée, on a certes quelques bosses, mais qui sont déjà beaucoup trop loin de l'arrivée. Et puis, ça manque énormément de pourcentage. Donc, ça ne devrait pas faire mal aux sprinteurs, malgré quand même 2582 mètres de dénivelé positif, ce qui représente la 10e étape dans le classement du côté de ce Tour d'Italie, mais ce qui doit être l'étape réservée aux sprinteurs, peut-être avec le plus de dénivelé positif, mais il ne faut pas se faire avoir. L'étape est longue également, 227 km au programme. Et on va regarder ça tout de suite, plus en détail, avec ce départ depuis la ville de Potenza, alors connu notamment pour les pneus Bridgestone à l'époque en Formule 1. Les pneus sport de Bridgestone s'appellent les pneus Potenza et on arrive du côté donc de Naples après 228 km, ce qui en fait une étape extrêmement longue, ce qui en fait, je crois me rappeler de tête, l'étape la plus longue de ce Tour d'Italie du côté de cette édition 2025 avec ses 228 km. Oui, parce qu'on ne va pas passer souvent la barre des 200 km du côté de ce Tour d'Italie. Alors après, ça ne sera peut-être pas forcément la plus longue en temps d'effort parce qu'on a des étapes de montagne également qui feront 200 km. Du côté donc de cette journée, donc départ à Potenza, et puis on voit un début de journée où on montera le Valico Monte Romito, 4 km 9 et 4,3 de moyenne, avant de redescendre dans la vallée. Il y aura bien deux côtes au programme, une première côte de deuxième catégorie, le Valico di Monte Caruozzo, 20 km
mais seulement à 3,7% de moyenne. Alors même si on a parfois des pentes un petit peu plus compliquées. Et puis le Monteforte Irpino, alors là c'est un long faux plat montant qui dure 14 km 600 à 2,2% de moyenne. On aura également deux sprints intermédiaires. Le premier au kilomètre 41,5 à Muro Lucano et le deuxième à Lioni au kilomètre 88,5. J'ai mes lunettes qui se salent, je ne voyais pas le kilométrage. On aura également quelques bosses mais pas suffisamment dures. Et après le Monteforte Irpino, eh bien vous voyez qu'on a énormément de plats, notamment au niveau du kilomètre Red Bull à Brusciano. Et puis ensuite le final autour de Naples pour cette étape, mais pas grand chose d'autre à dire au niveau de la difficulté des routes. Là aussi, c'est pas non plus sur les 2 tiers de l'étape, il n'y a pas grand chose à dire. C'est-à-dire qu'on est sur des routes qui sont tout à fait correctes. On n'est pas sur des énormes routes, mais voilà, le goudron a l'air d'être plutôt dans un état tout à fait correct, surtout par rapport à ce qu'on trouve en Italie. Donc pas vraiment de difficulté sur les 2 tiers de journée. Sur le dernier tiers, il faudra faire attention aux traversées de ville. Les traversées de ville qui sont un petit peu plus étroites quand on se rapproche de Naples. Voilà, on se retrouve avec des villes qui sont parfois un petit peu plus anciennes. Donc voilà, les traversées, il faudra faire attention. Et puis il y aura pas mal de changements de direction voilà, dans ces 70 derniers kilomètres. Donc il faudra faire un petit peu attention là-dessus, mais ça reste tout à fait raisonnable en termes de difficultés techniques. On regarde tout de suite le final autour de Naples. Eh bien, un final que l'on connaît bien parce que c'était l'arrivée de De Rent. Voilà, cette arrivée le long de la mer que l'on a pris à plusieurs reprises. Alors avec De Rent, on faisait un demi-tour comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez et on arrivait de cette manière-là. Là, voilà, c'est la même arrivée qu'il y a quelques années, donc pas vraiment de surprise du côté de ce final, du côté de Naples. On reste sur la même route, il n'y a pas de grandes difficultés techniques, donc le placement devrait être plutôt aisé pour les sprinteurs. La météo de cette journée entre Naples et Potenza, je n'ai pas gardé la carte, dis donc, j'ai fait une petite erreur, mais un temps nuageux, mais qui sera sec. Température aux alentours de 20 degrés, avec un ressenti, il y aura un peu d'humidité dans l'air, ça sera un petit peu lourd. Voilà, au niveau du temps, un ressenti plutôt à 27-28 degrés, donc pas hésiter à s'hydrater. Là, ça sera très important parce qu'on aura parfois un peu de mal à transpirer, ce qui peut faire un petit peu augmenter la température corporelle. Et puis le vent de sud-est entre 15 et 35 km/h. Il y a quelques zones dégagées, mais je pense que ça ne suffira pas pour avoir des coups de bordure. Du côté de l'histoire du Giro, alors là, l'histoire du Giro, du côté de cette étape, on a beaucoup d'arrivées à Naples ces dernières années. Je pense Olaf Koy, Mats Pedersen s'est déjà imposé à Naples, notamment la victoire de Thomas De Rent, on se souvient qu'elle avait été très spectaculaire. Et puis le grand départ du Giro en 2013 avec la victoire de Mark Cavendish sur une étape aussi où il y avait eu pas mal d'animations. Cipollini également s'est imposé du côté de cette commune comme Moser. Mais c'est vrai qu'on allait à une époque assez peu du côté de Naples. C'était le sud de l'Italie pendant très longtemps. C'est vrai que le Giro avait tendance plutôt aller au nord de l'Italie, puis au fur et à mesure, eh bien, on a décidé d'aller un petit peu plus au sud. Et c'est vrai que ces dernières années, ça fait quand même la troisième étape d'affilée, quatrième étape d'affilée qui va arriver à Naples sur le Giro. Donc ça commence à être récurrent du côté de cette étape. Potenza, eh bien là c'est un peu moins le cas. On se souvient de l'étape de 2022. Pourquoi je vous rappelle cette étape de 2022? Eh bien parce que c'était une étape de moyenne montagne qui avait été très animée entre Damian Diamante et Potenza. L'échappée avait mis pas mal de temps à se faire. Il y avait eu du Woodpools, du Villela. Il y avait également Tom Dumoulin qui était dans cette échappée. Et puis Koen Bouwman qui avait été lancé par Tom Dumoulin.
qui avait fait le tempo dans les derniers kilomètres et qui avait réussi à s'imposer devant Bokeh Molena et Formolo. Et puis à ce moment-là, Kemna avait le maillot de la montagne. Et Juan Pedro Lopez était maillot rose à ce moment-là de la course. Ça avait été une étape très intéressante. Parmi les autres étapes qui sont arrivées, eh bien, on avait la victoire de Danilo Hondo. C'était lors du Giro 2001, l'étape numéro 3. Et puis, on a eu également Roger de Vlaminck qui s'était imposé, ou encore Willy Plancart, voilà, du côté de cette arrivée, du côté de cette ville de Potenza, qui sera le lieu des départs de ce Tour d'Italie. Allez, on va parler du cycliste du jour. Là aussi, hein, on a de quoi faire du côté de ces deux villes, hein, parce que c'est deux villes qui ont quand même quelques coureurs. Et on va parler d'Antonio Santoro, né du côté de Potenza. C'est un coureur qui est plutôt passé dans des équipes continentales, même s'il avait commencé sa carrière chez les pros à la Androni Giocattoli. Ensuite, il est passé dans beaucoup d'équipes italiennes continentales. Il faut savoir que le vivier d'équipes italiennes en continentale est extrêmement important. Et c'est un coureur qui avait fini troisième à l'époque du Baby Giro. Il avait fini troisième derrière Betancourt et Edouard Beltrán, mais à l'époque, c'était une course qui n'avait pas forcément la renommée d'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur une course qui est assez proche au final du Tour de l'Avenir en termes de niveau. Or, à l'époque, le Tour de l'Avenir était bien supérieur au Baby Giro. Mais malgré cette troisième place sur le Baby Giro, bien derrière, sa carrière n'a pas été forcément exceptionnelle. Alors, il a certes fini 5e du Cebu Cycling Tour en 2018. Il avait fini 4e du Tour of Kinkelec également en 2018. 4e du circuit de Getxo en 2011. Mais pas forcément de grands résultats pour un coureur qui n'a jamais participé au Giro dans sa carrière et qui avait décidé d'arrêter sa carrière en 2020 après une période qui était compliquée, notamment le confinement, voilà, du côté de ce coureur Antonio Santoro du côté de Potenza, parce que j'avais fait déjà pas mal de coureurs du côté de la ville de Naples, vu que ces dernières années on y est passé souvent, donc j'avais plus grand chose en stock, voilà, du côté de cette étape. La stratégie, je pense on aura une échappée peut-être un peu plus importante que sur les jours précédents, parce qu'on a quelques points au classement de la montagne qui peuvent être intéressants à les récupérer, et puis qu'après 5-6 jours de course, eh bien, on a des équipes qui n'ont plus réellement d'objectif parce que leur leader est passé à côté ou parce que leur leader est plutôt tombé par rapport à ce début de course. C'est plutôt les chutes qui auront raison peut-être de certains leaders. Après, je pense qu'on n'aura pas de souci du côté des sprinters. Le peloton reviendra facilement. Et puis, il faut toujours faire attention à Naples, à l'approche. Mais là, ça devrait plutôt bien se passer du côté de cette étape. Mes favoris, bien là, j'ai décidé de mettre plutôt des sprinters classiques. Et je tente Olaf Koy. Olaf Koy, pourquoi? Parce qu'il a du bon monde autour de lui, que ça reste un très bon sprinter et que je me dis, il est capable de faire des bonnes choses. Caden Groves également, ce sont des sprinters qui mangent un peu leur pain noir en ce début de Giro, qui est quand même plus favorable aux sprinters qui passent bien les bosses qu'aux sprinters, on va dire, un peu plus classiques. Caden Groves est là aussi bien entouré avec son équipe, c'est, on va dire, le seul leader même de cette équipe Alpecin de Koninck, et puis bien entendu Pedersen qui fait pour le moment un début de Giro très intéressant. En grosse cote, Sam Bennett, toujours se méfier du coureur irlandais, là aussi avec une équipe qui peut être intéressante à son service, surtout avec l'abandon de Geoffrey Bouchard. En gros, il n'y a que Nicolas Prudhomme et Geoffrey Bouchard qui pouvaient jouer, pourquoi pas, les échappées en boss. Donc autant vous dire que là, on se mettra au service de Sam Bennett, je pense. Du côté de cette étape, le programme télé, bien départ à 11h50, premier sprint intermédiaire en 185 km de l'arrivée entre 12h45 et 12h50. Le deuxième sprint intermédiaire à 138 km de l'arrivée entre 13h54 et 14h08.
Dernier classement de la montagne, 81 km de l'arrivée entre 15h12 et 15h34 pour une arrivée prévue entre 17h et 17h31. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!